On va le voir tout au long de cette matinée, il y a de l'envie, il y a de l'ambition, il y a de l'énergie dans les différents métiers que sont les vôtres. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si tout le monde avance plus ou moins à la même vitesse, s'il y a des freins dans certains secteurs, s'il y a des choses à peaufiner ou s'il y a déjà des pistes qui sont très intéressantes et qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants. On va travailler ensemble pour découvrir cela avec une première table ronde. Première table ronde qui s'appelle Construire aujourd'hui. J'accueillerai les intervenants d'ici quelques instants. Avant cela, pour à chaque fois planter le décor, là aussi, on vous propose un petit film. Celui-ci s'intitule RT 2012, les bons gestes des compagnons. Je vous laisse le regarder. Nous accueillons nos invités juste après. Alors déjà, nous avions déjà démarré avec les BBC pendant 4-5 ans auparavant, qui nous ont donné quand même une bonne expérience, qui nous a permis d'anticiper en fait par rapport à la RT 2012. C'est essentiellement du soin, le choix des artisans. Tibrez étant déjà un groupement d'entreprises, on travaille toujours avec les mêmes artisans, donc ça c'est déjà un vecteur de qualité et aussi de transmission de l'information qui est important. Donc c'est essentiellement ça, du soin, que ce soit de la maçonnerie soignée jusqu'à tous les corps de métier, de façon à réussir à avoir un test de perméabilité en fin de chantier qui soit correct. On a effectué des réunions métiers, donc que ce soit pour les plombiers, pour les électriciens, l'électricité étant quand même un des postes charnières dans la gestion des déperditions d'air sur une maison. C'est un des points très sensibles avec les menuiseries, mais qu'on a déjà calé depuis bien longtemps. Le ressenti des artisans, je pense qu'il y a eu un peu de crainte au départ, mais c'est pas obligatoirement mauvais, puisque justement ils ont été sensibilisés et ils ont compris les enjeux. Tous nos artisans ont participé à un test de perméabilité à l'air, où quand la maison est sous pression, ils se rendent compte vraiment de visu des déperditions et des soins à apporter pour les prochains chantiers. C'est très pédagogique ça, le test de perméabilité. Pour moi, la nouvelle réglementation thermique, en isolation, en priorité, on a été amené à mettre donc des collerettes BBX au niveau des Velux. Ça a été d'amener aussi une attention plus particulière au niveau des entrées d'air. Après, au niveau du scellement de boîtiers, qu'on travaille en briques et plâtre, ça a été de bien sceller les boîtiers au plâtre avec attention, parce que bien bourrer de plâtre autour des boîtiers pour éviter les phénomènes d'air. C'est plus de trouver en fait des produits adéquats pour les maisons en briques et plâtre et avoir notre plafond en ourdi, de trouver des produits comme des spots étanches qui aient un spot assez petit pour pouvoir rentrer dans la profondeur du ourdi. Au niveau maîtrise, c'est vrai que maintenant j'ai assez de recul. Toutes les petites hésitations qu'on avait au début ont été rassurées par des bons tests de perméabilité. Le grand changement, ça a été valoriser la qualité du travail. Avoir une qualité de travail sur la totalité du début, en première intervention jusqu'à la réception de la maison. Il n'y avait pas réellement de soucis, quoi. L'étanchéité s'obtient tout simplement par le plâtre. Le plâtre projeté fait une étanchéité naturelle avec les trous et en allant bien en bas jusqu'à la dalle, quoi. La RT 2012, ça a changé qu'on doit descendre un peu plus bas pour que la chape revienne recouvrir bien le plâtre et que l'étanchéité se fasse. Et autrement, dans notre façon de travailler, pas grand-chose. Après, nous, on travaille beaucoup, ça fait longtemps qu'on travaille comme ça, donc voilà, la RT 2012 change pas vraiment grand-chose dans notre façon de travailler, quoi. La RT 2012 n'a rien changé pour nous, hormis mettre des rupteurs sur la périphérie des dalles. Et sinon, au montage des murs, comment on faisait avant ou maintenant, pour nous, ça ne change rien. La contrainte, c'est au niveau du coulage de dalle, c'est un peu plus compliqué, on pourrait dire ça comme ça. Sur l'ensemble, mais autrement, non. Pour nous, il n'y a pas vraiment de contrainte. Les bandes de redressement, c'est une remise à niveau qu'on fait sur les murs intérieurs, de façon à favoriser la pose d'ouverture à l'écrasement sur le mur, quoi. C'est sûrement mieux maintenant, quand même, on arrive quand même à couper les ponts thermiques, je pense, sur une maison en agglo à 90% au moins, sur la périphérie de la dalle. Dans tous les cas, on essayait de faire du très bon travail. Et pour nous, aujourd'hui, on fait toujours du bon travail et ça n'a rien changé à notre mise en œuvre de la maçonnerie.
Ça n'a rien changé, ça n'a rien changé. On va en parler avec les différents intervenants. Je vais vous demander d'accueillir Madame Nadine Guillemotot de Maison Tibraise. Vous pouvez les encourager, les applaudir, n'hésitez pas. François Bellet de l'entreprise Bellet Électricité. Pour représenter la société Airbraze, Magali Coron, qui est directrice. On va parler de qualité de l'air intérieur. Et avec Marie-Ange Sanchez, nous parlerons de l'agence Qualité Construction. Venez les uns les autres, installez-vous comme bon vous semble. Je vous en prie. On va commencer avec vous, Nadine, parce que tout le monde vous connaît maintenant. On vous a vu dans le film. Maison Tibraise, vous êtes constructeur basé où ça exactement? Alors, nous sommes basés à Auray, Oui. le siège, sur le Morbihan. Donc, nous avons 4 agences sur Auray, Vannes, Lorient et Pontivy. Très bien. Alors là, on parle de la RT 2012. En quoi ça a été une révolution, si révolution il y a, dans la construction de maisons individuelles? Nous, on ne considère pas que ça a été une révolution, clairement. Le BBC, déjà, nous avait bien préparé. En 2010, notamment avec les aides fiscales, on avait quand même eu un grand boom à ce niveau-là. Donc, ensuite, avec les obligations, on est au 1er janvier 2013. Ce qui change, c'est qu'on a une obligation de résultat, de 100% de résultats, notamment avec les tests de perméabilité sur l'ensemble de nos réalisations. Donc ça, c'est important. Sinon, dans la façon de faire, c'est vrai qu'on a... moi, je travaille dans un contexte particulier de groupement d'entreprises, donc on a tout le temps les mêmes entreprises, mais je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ça facilite la communication, l'information, la sensibilisation. Tous les artisans se connaissent entre eux, donc on ne refile pas la patate chaude au suivant. Donc ça, c'est important aussi. Donc tout le monde est dans une obligation de résultat qui est importante. Est-ce que c'est une façon de travailler différente? Je pense peut-être à... on parle souvent de chantier propre. Est-ce que, effectivement, la RT 2012 a amené justement à prendre des considérations différentes? Non, pas pour... non, pas pour le... Pas en ce qui concerne la maçonnerie et le Pas gros pour œuvre. l'essentiel, non, tout à fait. Après, c'est effectivement... il y a des postes qui sont un petit peu plus sensibles, notamment déjà dès la conception des projets, par rapport au doublage, aux descentes de plomberie, par exemple, de l'électricité, où on va penser un petit peu plus perméa, quoi. Nous, on a fait le choix de faire des tests de perméabilité maison par maison, pour chaque client. On n'est pas parti sur l'annexe 7, parce qu'en gros, on fait une centaine de maisons, donc on aurait pu partir sur des choses assez généralisées, par test, on va dire, de 10% de notre production. On a fait le choix de garder un test de perméabilité par chantier. Je pense que ça rassure aussi le client. Ça fait partie aussi un petit peu de l'image de marque de l'entreprise, d'avoir quelque chose de personnalisé jusqu'au bout, quoi. Tous les artisans avec lesquels vous travaillez ont suivi une formation sur cette RT 2012? Alors, ça a plutôt été de la sensibilisation. C'est passé par des réunions que l'on a fait, mais effectivement qu'on avait déjà anticipé dès le BBC. Ce qui s'est passé un petit peu, c'est qu'en 2011-2012, du fait de l'arrêt des aides gouvernementales, du coup, il y a eu un flop, clairement. On a vendu beaucoup moins de BBC, donc ça a été un petit peu plus compliqué de les remotiver à nouveau pour 2013-2014, parce que là, on va livrer les premières RT 2012, on va dire, là, maintenant. Donc c'est ça qu'il a fallu réenclencher un petit peu. Et puis, effectivement, au départ, quand on était en BBC, on avait plutôt des équipes un petit peu plus sensibilisées que d'autres. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des équipes qui doivent être opérationnelles pour obtenir ce résultat qui, jusqu'à présent, qui ont toujours été bons jusqu'à présent en test de perméabilité. Voilà. On va donner la parole à M. Bellet. On a vu l'électricien qui disait qu'effectivement, un des postes, et vous le disiez également, Mme Guillemotot, un des postes essentiels en ce qui concerne effectivement le côté étanche de la maison, c'est souvent les prises d'air qu'on peut avoir avec l'installation électrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi à trouver les solutions, ou est-ce qu'aujourd'hui, les industriels doivent continuer à travailler pour vous proposer des produits plus performants? Alors, c'est vrai qu'au départ de l'arrivée, alors plus du BBC, les industriels n'étaient pas encore prêts, comme là on a vu la mise en œuvre de boîtes étanches dans le film. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est indispensable, on en met systématiquement dans toutes les maisons. Et nous, le deuxième changement, ça a été le phasage. Il faut bien coordonner nos interventions avec le plaquiste. Là, c'était du plâtre, mais à Rennes, nous, c'est beaucoup du placo. Et aujourd'hui, on essaye de passer le maximum de gaines devant l'isolant pour être en volume chauffé et éviter toutes ces traversées de murs qui peuvent être des sources de fuite, quoi.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de domotique dans l'habitat. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur une construction de maison, vous ne pouvez pas faire autrement que d'imaginer une colonne vertébrale qui va dédier ensuite les différents postes domotiques dans la maison? Est-ce Oui. qu'on est déjà dans cette démarche ou pas du tout? Oui, mais le problème, c'est que la domotique reste quand même globalement filaire. Il y aura toujours de la filerie à passer, quoi. Mais là où, nous, la domotique, la RT 2012 nous permet d'ouvrir grand la porte sur la domotique, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'obligation de mettre des comptages d'énergie. Donc à partir de là, à partir du moment où ça a été une norme obligatoire, ça nous a permis de faire rentrer l'électronique dans les maisons de monsieur tout le monde, quoi. D'accord. Est-ce que vous considérez que cette mise en place de la RT 2012 est plutôt un bien dans la construction ou un frein à votre activité? Non, pour nous, c'est plutôt au contraire un développement, parce que c'est vrai que la domotique, on en parle depuis des années, mais malheureusement, aujourd'hui, ça reste marginal, quoi. Tandis que là, du fait qu'il y a déjà des comptages d'énergie avec des cadrans électroniques, c'est déjà un pas de fait. Si bien que la marche est moins haute, après, même en termes de budget, nous pouvons réutiliser les cadrans qui sont déjà de toute manière obligatoires, quoi. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui le particulier sur l'installation d'une maison domotique? Est-ce que c'est purement une question budgétaire ou est-ce que c'est, encore une fois, la non-information sur certains pôles? À mon avis, c'est un peu les deux. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, la clientèle est mûre, on va dire. Tout le monde, aujourd'hui, a des smartphones et pourtant, à l'origine, c'était un téléphone. Ouais. Donc l'installation électrique, c'est un peu le même principe, quoi. On peut se dire, on a juste besoin d'allumer ou éteindre la lumière, sauf qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses, quoi. Et il y a tout un discours à donner sur le côté évolutif du système aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place une colonne vertébrale et ensuite développer en fonction des pôles de la maison qu'on souhaite équiper en domotique ou non. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, nous, on travaille dessus avec des partenaires aussi industriels pour justement démocratiser et que ce soit accessible dès les maisons entrée de gamme, quoi. Alors, quand on parle de RT 2012, à chaque fois on dit tiens, ça va être un surcoût dans la construction par rapport au temps qu'on doit placer à la finition qu'on doit effectuer. Est-ce que vous le ressentez, vous, les uns les autres? Oui, on a constaté un surcoût. Effectivement, plus dans les temps de mise en œuvre, au niveau de la main-d'œuvre, des soins apportés. Et puis également, et c'est sur les équipements, quoi, pour tout ce qui est production d'eau chaude et production de chauffage, où on sort du convecteur qui coûtait vraiment pas cher pour entrer sur des solutions qui coûtent quand même beaucoup plus cher, quoi. Et le particulier, comment est-ce qu'il le ressent, ça? Est-ce qu'aujourd'hui, il se dit, on est encore en train de me mettre un truc sur le dos et obligatoire, et comment je vais le financer, et ceci et cela? Quelles sont les réactions que vous rencontrez? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours qui se résumaient au prix, hein. On a entendu souvent maison, BBC ou RT 2012, c'est 10% de plus, ainsi de suite. Alors que quand on a quelqu'un en face qui est réceptif, qu'on lui explique peut-être que c'est peut-être un surcoût au départ. Et un amortissement. Mais un amortissement, c'est vrai que le bâti, une fois qu'il est fait, c'est quelque chose qu'on retouche rarement. Donc après, l'économie, elle se fait au fur et à mesure du temps, quoi. Et au global, ça reste rentable, hein. Ah, vous C'est prêchez une un amélioration. convaincu. Vous prêchez un convaincu. Nadine Coron est avec nous. Vous représentez la société Airbrise. Vous êtes basé où? À Rennes. On est Ah, basé à Rennes. très bien, très bien. C'est une entreprise récente? Alors, on n'est pas une entreprise, on est Vous êtes une association, un organisme? Voilà, c'est ça. On est un organisme de surveillance de la qualité de l'air, donc D'accord. comme Air Paris, nos collègues parisiens. Très bien. Alors, on parle souvent de la pollution extérieure, mais Voilà. on parle de plus en plus de la pollution intérieure. C'est là-dessus que vous œuvrez? Alors, on surveille la pollution de l'air extérieur, donc là depuis 25 ans, et depuis 2008, très régulièrement, on fait de la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Alors, dans les ERP, plutôt les écoles, crèches, maternelles, mais aussi dans les bâtiments de bureaux, à la demande des collectivités pour la plupart, mais aussi d'industriels, quelquefois. En fait. Et chez le particulier, pas encore. Pas encore chez les particuliers. Alors, c'est un projet qui démarre avec la région et l'ADEME sur la mesure dans les BBC, donc dans les logements. Et là, en Bretagne, on a fait le choix des logements sociaux. Et donc, dans chaque département, il y a les mesures ont même déjà commencé. Il y a une surveillance donc, dans les bâtiments, des bâtiments neufs ou rénovés en BBC. Alors, quand vous parlez de qualité de l'air intérieur,
et de pollution intérieure. Sur quel pôle directement de la construction doit-on travailler en priorité? Sur les isolants, sur les solvants ou des choses comme ça? Alors, on doit travailler un peu sur tout. Alors, pourquoi on parle de qualité de l'air intérieur maintenant? C'est parce qu'on a, et tant mieux, un peu cloisonné nos maisons de mieux en mieux. On fait des tests d'étanchéité, donc c'est très bien. Mais sur ce, il ne faut pas qu'il y ait de problème de pollution intérieure, sinon elle va s'accumuler, d'où des problèmes sanitaires. Donc, l'important, c'est sur la ventilation, la qualité et l'entretien, surtout des ventilations, alors surtout des doubles flux. Voilà, mais c'est très bien quand c'est bien fait, hein, et on peut réussir à avoir des projets bien faits qui fonctionnent. Le point important aussi, c'est la décoration. C'est donc tout ce qu'on va utiliser. Ça, par exemple, c'est pas les peintures. Je sais pas, quand vous êtes rentré dans la salle, j'avais une légère odeur quand même. Ça, c'est souvent les coves. Les coves, c'est quand même des composés organiques volatiles et ils sont pour la plupart cancérigènes. Donc voilà, il faut éviter de les utiliser. On commence à trouver des produits qui sont faiblement émissifs. Donc on a des solutions qui arrivent. On a des ventilations qui permettent aussi de solutionner ces problèmes. Et puis, il y a un gros problème aussi, c'est la formation et l'information des particuliers pour le mobilier. On fait beaucoup de mesures avec des résultats relativement bons à réception du bâtiment, puis on y retourne après 6 mois et 1 an après, et là, quelquefois, les résultats sont devenus mauvais. Les gens utilisent des bougies, se sont meublés avec des meubles quelquefois très, très émissifs, et là arrivent les problèmes. Parce qu'ils ont regardé l'émission de Damido, c'est pour ça. J'ai pas dit ça. À mon avis, ça doit venir de là, c'est pas possible autrement. Est-ce qu'un particulier peut faire appel à vos services pour faire un bilan dans un premier temps, un examen, et ensuite peut-être œuvrer pour transformer son projet ou le penser différemment? Alors non. Ouais, je suis désolée, non. Merci d'être venu. Non. Alors, le ministère, il y a des phases de test pour des petits capteurs que chacun pourra utiliser et qui vont être commercialisés normalement tout prochainement. Ça donnera au moins une indication bon, pas bon. Et après, on pourra aller chercher plus d'informations auprès d'organismes agréés. Et les organismes agréés en mesure de l'air intérieur sont différents des associations de surveillance de l'air extérieur. Voilà, c'est d'autres organismes. Alors, il y a l'École de la Santé en Bretagne, il y a les APAV, le Socotec ou autres. On dit souvent que parfois, c'est simplement le bon sens qui peut faire la différence dans une maison et la façon de vivre dans sa maison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des petits gestes au quotidien qu'on pourrait faire les uns les autres pour améliorer la qualité de l'air intérieur chez nous? Alors oui, on a beaucoup dit aérer, parce qu'on faisait beaucoup avant. Alors ça va pas forcément... Si la double flux est bien réglée, il n'y a pas besoin en fait, mais bon, on peut quand même aérer son logement. L'odeur du propre, souvent, c'est pas très 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 bon. Voilà. Donc ce qu'on véhicule et surtout ce qu'on vous véhicule dans les publicités, souvent tout ça c'est pas bon. Le propre, ça sent rien. Voilà. Donc vaut mieux que ça sente rien. Donc tout ce qui est bougie, encens, papier d'Arménie, tout ça, ça pollue. Ça émet des composés qui sont pour la plupart cancérigènes. Donc on évite, c'est pas bien. Quand on se douche, après s'être douché, on aère, parce que ça émet aussi l'odeur de piscine, c'est des trichloramines et c'est aussi cancérigène. Donc voilà, souvent aérer, ça solutionne pas mal des problèmes. L'ADEME proposait 10 minutes 2 fois par jour si possible, mais au moins 10 minutes par jour. Et on essaie d'aérer plutôt quand il y a le moins de pollution, donc soit tôt le matin, avant qu'il y ait beaucoup de voitures sur la route, soit en fin de journée. Voilà. D'accord. Le nerf de la guerre, c'est souvent le budget. Alors imaginons qu'on soit sur un projet, on est vraiment sur une page blanche au départ. Hein. Je décide de construire une maison qui correspond aux différentes réglementations et je décide également de faire une maison dans laquelle je vais bien vivre, bien respirer et bien vivre. Est-ce que forcément cette maison va me coûter plus cher à la construction qu'une maison dite classique, traditionnelle, entendez ce que vous voulez comme qualificatif? Pas forcément, parce que c'est quand même le client, je crois, qui fait le marché. Si on ne choisit plus que ces produits-là, ils vont baisser de prix. Il y a un gros fabricant de meubles qui commence par I et puis qui finit par Kea, qui avait un gros problème. Stucufluc. Voilà. C'est Stucufluc. Voilà. Qui avait un gros problème sur une de ses bibliothèques blanches qui s'est beaucoup vendue, qui était très 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 émettrice en formaldéhyde, qui a été interdite dans son pays d'origine, puis après en Allemagne, mais plus tard en France. Ils en ont sorti une autre qui est très très faiblement émissive et qui était quasiment au même prix. Donc en fait, c'est aussi possible de faire différemment pour à peine plus cher. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres choses. Donc votre message, c'est racheter des bibliothèques Billy chez Ikea, c'est ça? Voilà. Très bien. On va céder la parole à Marie-Ange Sanchez. Vous travaillez pour l'agence Qualité Construction.
Parlez-nous un petit peu de votre travail. Qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, l'Agence Qualité Construction est une association loi 1900 qui regroupe les principales organisations professionnelles de la construction et dans la mission est de prévenir les désordres dans le bâtiment et d'améliorer la qualité dans la construction. D'accord. Donc, pour faire la liaison avec la thématique d'aujourd'hui et avec la qualité de l'air intérieur, l'agence développe depuis 2010 un retour d'expérience sur les bâtiments performants dont la mission était d'identifier soit les bonnes pratiques, soit les risques. Et aujourd'hui, on axe une partie de ce retour d'expérience sur la qualité de l'air intérieur. C'est ce qui concernera en fait ma présentation tout à l'heure. Ah bah écoutez, présentez maintenant si vous le souhaitez. Parfait. Je vous en prie, vous voulez vous mettre au pupitre, c'est plus facile pour vous parce que je crois qu'il y a des slides qui vont... Tout à fait, oui. Je vous en prie, Marie-Ange. Installez-vous, nous vous écoutons et on réagira bien sûr après sur les différents points évoqués par Marie-Ange. Donc, j'ai déjà fait la présentation, donc je vais passer... Ah, ça va aller vite là. Le premier slide. Donc, tel que je vous ai indiqué, l'Agence Qualité Construction mène depuis 2010 un retour d'expérience sur le bâtiment performant. Ce retour d'expérience nous a permis d'identifier quelques points de vigilance et quelques facteurs de risque sur le chantier pouvant dégrader la qualité de l'air par la suite. Et nous avons identifié principalement deux facteurs. Donc, un qui est le développement des micro-organismes et deux, certaines pratiques concernant la ventilation et le chauffage que je vous présenterai tout à l'heure. On va balayer les différentes problématiques à travers des constats, ce qui est nettement plus visuel. Donc, la première problématique ou le premier constat que nous avons fait, ce sont des difficultés de séchage dans les bâtiments performants liées en fait à l'étanchéité de ces bâtiments. En effet, du fait de la réduction des fuites parasites, on se retrouve aujourd'hui avec des dalles qui sont humides et des difficultés de séchage qui amènent à une condensation sur différents points, notamment ici, malgré la qualité, sur les murs, et qui peuvent amener en fait à un développement des moisissures. La problématique des moisissures, c'est la sporulation. Une fois que les spores sont dans le bâtiment, il est difficile effectivement de les enlever. Donc, il serait intéressant de préconiser systématiquement dans des bâtiments très étanches, en fait, une ventilation provisoire des chantiers permettant d'éviter ces problèmes de condensation. Notre deuxième constat, en fait, concerne les rénovations en site occupé. De la même manière, nous avons constaté à de nombreuses reprises des condensations ayant fait l'objet des développements des moisissures. Dans le cas que nous occupe, c'est une maison qui a été rénovée, dans laquelle il y a eu un remplacement des menuiseries et un passage de simple vitrage en triple vitrage, un renforcement de l'isolation par l'extérieur et la mise en place d'une ventilation. Seulement, il y a eu un gap entre la fin des travaux et la mise en route des ventilations qui a amené donc au problème de condensation que vous pouvez voir en partie supérieure du mur. Une fois que la ventilation a été mise en route, les moisissures ont pu être nettoyées et le problème ne s'est pas renouvelé. Donc, il est vraiment très important de bien cadencer et de bien planifier les travaux et la mise en route des équipements de manière à éviter ce type de problématiques. Pour conclure sur le développement de micro-organismes, le dernier constat, c'est la mise en œuvre d'isolants humides. Très souvent, les matériaux de chantier sont stockés et exposés aux intempéries, ce qui fait que les matériaux s'étrempent d'eau, sont gorgés d'eau, et une fois qu'ils sont mis en place, il y a des difficultés de séchage. S'il y a une difficulté de séchage et une impossibilité, cela peut amener, encore une fois, le développement des moisissures. On va passer sur les constats concernant les systèmes de ventilation et de chauffage. Le premier constat concerne le mauvais positionnement des bouches d'insufflation. Tel que vous pouvez le voir sur l'image, la bouche d'insufflation a été posée à proximité de la porte. De cette manière-là, il n'y a pas possibilité de renouvellement d'air dans le fond de la pièce, puisque l'air il ne peut pas arriver.
Également, il y a la création des points bas dans les réseaux aérauliques. Ces points bas présentent deux problématiques. Le premier, ça va être des problèmes de condensation, encore une fois, sur ces points bas. Dans le cas d'une double flux, et si nous sommes sur le réseau en fait, d'insufflation, un cas de dépôt de poussière ayant un contenu en fait, organique, les moisissures vont pouvoir se développer. C'est-à-dire que l'air qu'on va insuffler peut être contaminé des spores qui vont contaminer la maison et dégrader ainsi la qualité de l'air intérieur. Dans le cas d'une ventilation simple flux, la difficulté en fait, va concerner l'extraction, notamment, parce qu'il va y avoir un encombrement du conduit, et donc il y aura un moins bon débit d'extraction d'air qu'il ne devrait y avoir. Puis un dernier point concerne d'une part les difficultés de nettoyage de ces points bas, et d'autre part les difficultés de nettoyage des gaines souples, dans lesquelles on ne peut pas introduire effectivement des équipements puisqu'elles sont trop fragiles. Le stockage des conduits de ventilation et des puits climatiques est un point aussi qui est essentiel. Ils sont souvent stockés à même les sols et encore une fois à l'extérieur du chantier. Et cela peut créer encore une fois une dégradation des qualités de l'air parce que des poussières peuvent rentrer, parce que de la terre peut s'y déposer, parce qu'il y a des petits animaux qui peuvent rentrer, qui peuvent même mourir dedans, et qui vont amener ensuite à une dégradation de la qualité de l'air. Donc il serait convenable en fait, de préconiser un stockage avec un encapuchement, aussi bien pour les conduits de ventilation que pour les conduits de puits climatiques. Dans ce cas-là, on est devant une bonne pratique, c'est-à-dire une protection des réseaux aérauliques. Une fois que ces conduits de ventilation sont posés, ils sont souvent encombrés de poussière parce que le chantier est générateur de poussière. Donc, il conviendrait effectivement de les protéger de manière à l'éviter. De plus, ce sont des gestes de bon sens et des gestes simples qui peuvent vraiment contribuer à une bonne qualité de l'air en phase d'occupation. Un autre point essentiel, c'est le détalonnage des portes. Effectivement, le détalonnage des portes assure les transferts d'air depuis les pièces sèches vers les pièces humides. Et donc, en absence de ce détalonnage, le renouvellement d'air ne peut pas se faire. Donc, il est essentiel de respecter ce détalonnage et de veiller sur les chantiers à ce qu'il soit fait en livraison. Pour conclure, on va parler des systèmes de chauffage. Nous sommes en présence d'un poêle à droite et d'un enserre à gauche. Ces équipements peuvent amener à une mauvaise combustion et à des risques d'entrée de fumée, notamment s'il y a une mauvaise étanchéité de l'équipement et notamment s'il n'y a pas une entrée d'air spécifique pour cet équipement dans les maisons BBC et RT 2012. De plus, il faut quand même rappeler qu'en cas d'une double flux, la maison elle est mise en dépression et sans fuite parasite. En fait, il y a un risque important d'entrée des fumées dans le logement. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait une entrée qui soit autonome pour ces équipements et surtout en rénovation, puisque c'est dans ces cas-là en fait, qu'on trouve plus de difficultés à intégrer de nouveaux équipements. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Ange Marty. Je regardais quelques SMS qui apparaissaient sur l'écran. Je n'ai pas la possibilité de tous les voir. Moi, d'ailleurs, si quelqu'un veut bien, à un moment donné, me dire ce qu'il y a d'intéressant qui a été diffusé. J'ai vu simplement deux, trois petites réactions. La première réaction, elle vous concerne directement. Est-ce que la qualité de l'air ici à Saint-Brieuc est bonne? Je ne savais pas si c'était une question ou une affirmation de la part de la personne qui me l'envoyait. Alors, sûrement moins bonne que ce que chacun pense. On a des dépassements de valeurs réglementaires sur Saint-Brieuc. On a eu, il y a quelques 15 jours, 3 semaines, sur toute la Bretagne, ce que Paris rencontrait aussi, donc des dépassements des valeurs d'information, de recommandation du public, mais aussi du seuil d'alerte. Et vous aviez sur les panneaux d'information, sur les 4 voies, des vitesses limitées, donc de 20 km/h en dessous des valeurs habituelles.
Très bien. Question pour François et Nadine. On l'a bien vu. Est-ce qu'aujourd'hui, les industriels, ceux qui vous fabriquent les différents matériaux que vous allez mettre en œuvre, ont pris conscience que la RT 2012, c'était aussi une façon différente de travailler, une façon différente de distribuer? On a évoqué justement la distribution, comme quoi ça impactait aussi sur la RT 2012. Ben souvent, on est confronté au problème avant de trouver les produits qui existent. Et au contraire, on réclame aux industriels, mais bon, il y a tout un processus industriel qui est long. Et quand on voit en ce moment à la vitesse où bougent les normes, il faut que ça aille plus vite, quoi. Nous, on a rencontré un gros problème, c'est quand j'en parlais tout à l'heure, l'arrivée des compteurs énergie, la loi a été passée, mais aucun industriel n'avait sorti le produit. Et donc forcément, ça freine. Travailler hypothétiquement, notamment, enfin nous on s'est appuyé, on a fait le choix de s'appuyer sur un industriel local, un breton en plus, on en profite. C'était l'entreprise Deltador qui nous a bien aidé à travailler là-dessus parce qu'ils étaient, pour moi, c'était les plus avancés dans cette recherche, quoi. Monsieur Euzet sera avec nous tout à l'heure, il représente le groupe Deltador et il pourra nous parler un petit peu de tout ça. Nadine, on l'a vu dans l'exposé de Marie-Ange, construire une maison qui correspond à la réglementation RT 2012, on a le sentiment que c'est plus long, forcément. On a évoqué les temps de séchage, faire en sorte que justement tout ça soit comme il faut, de sorte qu'on évite d'avoir des moisissures et que la qualité de l'air intérieur de sa maison soit mauvaise après. Est-ce qu'une maison RT 2012 est plus longue à livrer qu'une maison comme on la faisait auparavant? Un petit peu plus. Un petit peu plus. Notamment avec les contrôles aussi qui sont faits en fin de chantier. Moi, c'est vrai que tout ce qui est ventilation m'interpelle pas mal, parce que c'est vrai qu'avec l'étanchéité, pardon, du coup, il faut vraiment y faire attention. On fait de plus en plus, au moment des tests de perméabilité finaux, un test aussi de débit, d'extraction de la VMC. C'est quelque chose qui coûte pas très cher et qui nous permet aussi de sensibiliser nos électriciens, puisqu'effectivement, là, dans la mise en œuvre des gaines, notamment, hein, c'est important avec les points bas. Et puis, plus on est loin, plus c'est compliqué d'avoir d'efficacité. Notamment sur les maisons contemporaines, avec des toits plats, des choses comme ça, c'est une mise en œuvre qui est assez compliquée, la ventilation. Donc, on y apporte de plus en plus de soins. Et c'est un des axes chez nous. Enfin, ce sont les électriciens qui font la ventilation chez nous, et en même temps que l'isolation. Et du coup, on essaye de les interpeller davantage sur ces points. La mise en œuvre est vraiment très importante sur la ventilation. Par contre, on reste essentiellement sur de la simple flux aujourd'hui. On met relativement peu de double flux, notamment parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment l'intégrer dès la conception de la maison. Bien sûr. Au niveau des coffres et ainsi de suite, c'est pas toujours simple. Et puis le problème de l'entretien dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est que sur le moment ça peut être très bien, mais ensuite il faut que, notamment que la double flux elle soit accessible. Donc c'est de la place en volume habitable. C'est plus dans les combles, quoi, hein, dans ces cas-là, pour un entretien tous les 6 mois, quelque chose comme ça, sur les filtres et ainsi de suite. On se rend compte que dans les faits, les habitants, une fois qu'ils y sont, ils sont pas toujours très disciplinés sur le sujet, quoi. Donc après, pour revenir sur la ventilation et les séchages de dalles, nous, ce qu'on fait, c'est tout bête, hein, c'est qu'en général, on a toujours des châssis coulissants et des Velux à l'étage. Donc dès que la dalle elle est coulée, on ventile, on met des petites barres de bois d'un côté du coulissant de façon à ouvrir de ça, de façon à ce qu'il n'y ait personne qui s'introduise sur le chantier. Mais par contre, on crée de la ventilation systématiquement. Parce qu'effectivement, autrement, on est sur des phénomènes de condensation. En plus, ça dépend un petit peu de la saison. Hein. C'est notamment au moment des mises en chauffe, parce que nous travaillons essentiellement en plancher chauffant et en pompe à chaleur. Et du coup, quand on va faire la mise en chauffe, on va avoir une condensation encore plus importante, donc qui nécessite cette aération. Je vois bien que vous êtes tous pleins de bonne volonté. François, vous vouliez dire un petit mot? Oui, je vais rebondir là, sur ce que vous dites. Vous faites le choix là, de tester les réseaux d'extraction des ventilations. C'est un choix que vous avez fait vous-même ou... Oui, tout à fait. Oui, en fait, on a une personne qui nous fait nos tests de perméa déjà depuis nos BBC et qui nous propose cette prestation pour un coût je sais plus, de 40 €, je crois, supplémentaire par rapport aux tests de perméa. Alors, on ne le fait pas systématiquement, hein, mais on le fait assez régulièrement, et je le fais électricien par électricien pour justement sensibiliser chaque électricien à la qualité de sa mise en œuvre. Voilà. Donc, il mesure uniquement par rapport à ce qu'on doit en extraction, si on y est bien, quoi. C'est souvent qu'on a des déperditions parfois qui font que, par rapport aux préconisations, notamment au niveau de l'étude thermique, hein, qu'on a par pièce, je ne suis pas une grande spécialiste, mais de façon à ce que ce soit respecté, quoi. Oui.
Et du coup, dans la conception, vous êtes resté en gaine souple ou gaine rigide? Alors, ça dépend un petit peu de nos électriciens, il y a Oui. un peu des deux. La gaine rigide, son principal inconvénient, c'est le coût. Ah oui, c'est ça. Et le coût, et puis pas toujours non plus la facilité de mise en œuvre, hein, par rapport à de la gaine souple isolée. Ensuite, c'est vrai que sur l'aspect isolation, nous, on travaille beaucoup en isolation soufflée dans les combles. Donc, du coup, on noie les gaines dans l'isolant, de façon aussi à avoir une bonne isolation des gaines de ventilation. Quand on est encore dans les combles, donc quand on est en simple flux, c'est vrai que notre moteur de VMC est encore dans les combles aujourd'hui. Bien. Il y a des savoir-faire, il y a des compétences. Après, je me pose parfois des questions sur l'harmonisation, mais ni l'un ni l'autre n'y est pour quelque chose. Mais j'ai le sentiment que chacun, effectivement, peut apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on vive tous dans des maisons qui soient exceptionnelles. José, peut-être une réaction sur cette première table ronde, nous dire ce que vous en pensez justement sur cette harmonisation qui est ou n'est peut-être pas encore suffisamment efficace. Bon, moi j'ai noté pas mal de choses. Alors effectivement, d'abord je trouve que c'est intéressant d'avoir une réglementation qui favorise la qualité du travail, qui valorise la qualité du travail. On entend pas mal de critiques sur la RT 2012. Là, j'en ai pas entendu. Donc je pense que c'est une réglementation qui apporte quand même beaucoup de choses. Alors d'abord, il ne faut pas oublier qu'elle a permis de diviser par 2 ou par 3 les consommations d'énergie. Donc ça se traduit au bout du compte quand même sur le budget des occupants, mais on voit bien donc de quelle manière elle favorise donc la qualité du travail, le soin apporté, la qualité du geste. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc à propos de formation, donc ça c'est quand même voilà. Donc il y a un petit peu de temps, un peu plus de temps à passer effectivement. Il y a des savoir-faire. Il y a du goût au travail. Je pense qu'en termes de satisfaction du résultat, je pense qu'il doit y avoir un retour positif pour les acteurs et donc se travailler ensemble, donc mieux se coordonner, mieux phaser les travaux. Peut-être également, alors moi, il y a un sujet que je trouve qui me semble important. Là, vous avez parlé des isolants humides. Personnellement, je trouve que c'est toujours un peu dommage quand on voit sur les chantiers, alors que ce soit au moment du stockage ou au moment de la mise en œuvre, tous ces isolants qui prennent l'humidité, voire qui prennent l'eau complètement. Donc, alors c'est pas forcément un problème très très simple de comment on fait pour protéger ça de l'humidité, mais effectivement les conséquences peuvent être derrière très très importantes. Quand on met en œuvre des isolants biosourcés également, des constructions bois. Donc là, il y a manifestement un gros progrès, un gros sujet d'amélioration sur ce sujet qui paraît bête, mais qui n'est pas du tout. Peut-être aussi la question de la logistique, la livraison au bon moment, etc. Sur la qualité de l'air, la ventilation, donc je crois qu'on a tous des progrès à faire sur ce sujet. Donc c'est un sujet relativement récent, donc qui prend beaucoup plus d'importance donc avec cette réglementation. Peut-être c'est un métier, sinon orphelin, mais disons sur lequel il y a encore des focus à faire et des progrès. Peut-être un petit mot aussi sur, donc là on a vu des inserts. Il était question de la qualité de l'air. Alors, qualité de l'air extérieur, qualité de l'air intérieur, on sait que c'est des très gros enjeux. Donc, on commence à chiffrer les enjeux en termes de santé publique. C'est des milliards et des milliards. Donc, c'est clair, c'est pas juste pour l'anecdote. Là, la question de la bougie, de l'encens, l'odeur, voilà, tout ça, c'est très, très sérieux quand même. La question de la qualité de l'air extérieur, qui a été une grosse actualité là, en Ile-de-France il n'y a pas très longtemps, qui nous rappelle qu'aussi, je fais le lien avec les inserts et la combustion du bois. Donc, effectivement, le bâtiment a sa contribution sur cette question de la qualité de l'air extérieur au travers du chauffage au bois. Redire qu'on sait faire du chauffage au bois aujourd'hui qui ne pollue pas, donc avec des matériels modernes, que ce soit des poêles, des inserts, etc. Donc, en rénovation, il ne faut pas hésiter à changer les matériels pour mettre des matériels nouveaux et performants. Voilà. Si vous le permettez, José, je vais réagir encore sur quelques SMS qui viennent d'apparaître à l'écran. Déjà, vous avez un fan club, Nadine. Des gens vous ont dit bravo, Nadine. Preuve que tous les tests doivent être obligatoires. On dit aussi que la RT 2012 est vertueuse, certes, mais il faut que l'occupant le soit aussi. Il faut que ce soit une démarche à ce niveau-là. On dit aussi que les tests sur la qualité de l'air devraient pratiquement être obligatoires maintenant. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez ou sur lequel vous travaillez, José ? De toute façon, alors sur la ventilation, donc la réglementation a répondu. Après, sur les tests de la qualité de l'air, il
il y a des travaux, il y a encore de la recherche à faire, puisqu'il faut, le problème est de pouvoir accéder à la mesure de cette qualité avec des moyens qui soient simples. Alors effectivement, on sait faire des mesures de laboratoire. Là, les mesures de qualité qui sont en cours, c'est des opérations compliquées qui coûtent cher. Et donc, il y a en matière de R&D des capteurs à inventer pour pouvoir rendre accessible facilement la mesure de la qualité de l'air, un peu comme on a un thermostat, par exemple, qui mesure la température. Si on pouvait arriver à mettre au point, donc c'est dans un avenir qu'il faut souhaiter le plus proche possible, de manière à piloter cette qualité de l'air, piloter la ventilation à partir des mesures réelles de qualité de l'air. Ça nous facilitera beaucoup la vie. Très bien. Nous allons remercier les premiers intervenants. On est dans le timing, hein. Vous allez déjeuner chaud. Logiquement, tout devrait bien se passer. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Nadine, Magali, François et Marie-Ange.